Monseigneur, Excellences, Madame, Messieurs les ministres d'État, chers collègues du Sénat, de la Chambre des représentants et du Parlement européen, Mesdames, Messieurs, le Sénat a l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Mikhaïl Gorbatchev, ancien président de l'Union soviétique et prix Nobel de la paix. Monsieur Gorbatchev, lorsque le 11 mars 1985, vous deveniez le 7e secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, l'Europe était un glacis divisé, dont l'avenir semblait à jamais déterminé par l'opposition des idéologies. Nous vivions d'autant plus dans la peur d'une guerre nucléaire mondiale que l'OTAN avait décidé de déployer en Europe des missiles à moyenne portée américains pour répondre à la menace des missiles SS-20 soviétiques braqués vers nous par décision de M. Brejnev. L'heure était donc bien à la confrontation. À ce moment, providentiellement, le monde occidental a découvert en vous un homme jeune, ouvert, empreint d'une volonté de réforme. Habile et prudent, vous êtes convaincu de la nécessité de restructurer la société et surtout l'économie soviétique. Ce sera le lancement de la perestroïka, que vous ne jugez réalisable qu'à travers une glasnost, c'est-à-dire une liberté de parole sans laquelle aucune réforme n'était à vos yeux possible. Le drame de Tchernobyl vous permet de convaincre le Parti communiste de la nécessité de cet esprit d'ouverture, de transparence et d'autocritique. À la même époque, vous faites revenir d'exil le prix Nobel de la paix Andreï Sakharov et son épouse, et libérer environ 200 dissidents condamnés pour avoir voulu penser et s'exprimer librement. Dès l'année suivante, vous annoncez l'arrêt de la fabrication d'armes chimiques et l'ouverture aux négociateurs de Genève de la plus grande installation soviétique d'armes chimiques. En décembre 1987, la conclusion d'un accord avec les États-Unis sur le démantèlement des missiles nucléaires à moyenne portée, puis le retrait progressif des troupes d'Afghanistan ont achevé de convaincre l'opinion publique occidentale de la sincérité de votre démarche et des réformes que vous étiez en train d'entreprendre. Monsieur Gorbatchev, le monde n'oubliera pas qu'en décembre 1989, soit un mois avant la chute du mur, vous déclarez publiquement à Berlin-Est à M. Honecker « Ceux qui retardent les choix seront punis par la vie ». D'ores et déjà, l'histoire vous a rendu le plus grand des hommages en vous attribuant, en octobre 1990, le prix Nobel de la paix. Monsieur le Président, si j'évoque aujourd'hui l'histoire, c'est pour mieux insister sur le rôle que vous y avez joué, sur ce qui me semble fondamental dans le travail que vous avez accompli. Avec courage, détermination et lucidité, vous avez entrepris des réformes qui visaient à transformer radicalement un régime que vous refusiez de considérer comme figé. Vous avez été la lumière de l'espoir, puis le libérateur pour les millions d'Est-Européens qui, depuis Staline, vivaient sous l'oppression. Vous avez cristallisé l'espérance d'une vie meilleure, fondée sur les valeurs qui nous sont chères, la liberté, le respect des droits de l'homme et la démocratie. Monsieur Gorbatchev, à travers vous, nous saluons non seulement l'homme de paix, l'homme qui a ouvert la voie vers la démocratie dans son pays, mais aussi la Russie et le peuple russe, dont le rideau de fer absurde nous a trop longtemps séparés. Ensemble, Belges et Russes ont lutté contre le nazisme. La Russie a laissé sur les champs de bataille des millions de morts. Nous ne l'avons pas oublié. Le peuple russe appartient à la grande nation européenne. Ensemble,
à travers diverses institutions, comme le Conseil de l'Europe, l'OSCE et même l'OTAN, avec laquelle vous avez un accord particulier, nous matérialisons pas à pas ce qui fut déjà, il y a plus de 10 ans, votre vision historique, celle d'une maison commune européenne. Meneer de voorzitter. Monsieur le Président, vous êtes venu aujourd'hui attirer notre attention sur l'application imparfaite de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1993. Je ne doute pas que vous trouverez dans cette enceinte un écho attentif et bienveillant à vos propos. Les Belges se souviennent encore des affres de la Première Guerre mondiale, lorsque, le 22 avril 1915 à Ypres, furent utilisés pour la première fois des gaz chimiques à grande échelle. Notre pays fut profondément marqué par les ravages occasionnés par ces armes. Aujourd'hui encore, 325 tonnes de munitions toxiques, vieilles de 80 ans, mais toujours aussi dangereuses, attendent d'être détruites dans la nouvelle usine de démantèlement d'armes chimiques qui est à présent opérationnelle à Poelcapelle, en Flandre occidentale. Et chaque année, plus de 20 tonnes de munitions chimiques font encore surface dans les plaines de l'Isère. La Belgique est très attachée à la mise en œuvre de la Convention sur la destruction des armes chimiques. Notre souverain, le roi Albert II, a d'ailleurs rendu une visite officielle au siège de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques le 5 avril dernier. Conscients de nos responsabilités vis-à-vis des générations futures, nous avons également la plus grande compréhension pour les difficultés financières et matérielles rencontrées par la Fédération de Russie dans la mise en œuvre de cette convention. La solution devra être à la mesure de l'enjeu, international, mais aussi et surtout européenne. Nous nous félicitons que l'Union européenne ait déjà conclu avec la Russie un accord appelé TAXIS et qui porte sur un programme d'assistance technique à la destruction de ces armes. Nous savons aussi que les budgets affectés par l'Union européenne et qui s'élèvent sur 3 ans à 10 millions d'euros ne seront pas suffisants. Mais nous sommes persuadés que, comme dans le cas de la lutte contre les mines antipersonnelles, la Belgique jouera, je n'en doute pas, un rôle moteur dans le soutien de votre action qui devra devenir celle de tous ceux qui souhaitent un monde plus sûr, débarrassé des plus terrifiants et des plus insidieux des armements. Monsieur le Président, c'est avec la plus grande attention que nous allons écouter votre allocution. Chers collègues, le président Gorbatchev va s'adresser à vous dans sa langue, en russe. La traduction est assurée. Le président Gorbatchev acceptera de répondre à vos questions après son exposé introductif et je vous demande de le faire chacun dans votre langue, en néerlandais ou en français, in het Nederlands of in het Frans. En néerlandais ou en français, mais pas en anglais, parce que cela rendrait les choses encore plus compliquées. Président, vous avez la parole. Уважаемый господин председатель Сената, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, je suis reconnaissant de votre invitation, de l'invitation de Monsieur De Decker. Nous nous sommes rencontrés 10 ans
après la chute du mur de Berlin, qui était le symbole de la guerre froide. Cela est devenu possible grâce aux changements qui ont eu lieu en Union soviétique, dans ses rapports avec les États-Unis, avec les pays de l'Europe occidentale, avec la Chine et d'autres pays, c'est-à-dire suite aux changements radicaux en Russie et au changement de la situation internationale. Bien entendu, cela se passe dans le contexte des mouvements populaires en Europe de l'Est. Ces mouvements très puissants qui sont appelés les révolutions de velours. C'était la fin de la course aux armements, la fin de la guerre froide, ce qui a fait le plus grand bien à nos pays. Maintenant, 10 ans plus tard, que nous le voulions ou non, mais nous devons répondre à la question principale. Comment agissons-nous dans l'Europe ou dans le monde pour nous débarrasser de l'héritage de cette période de la confrontation? Et cet héritage est très lourd. Je peux vous dire sincèrement, il y a beaucoup de choses qui me préoccupent. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, le rôle que j'ai joué dans ce contexte historique, dans les conditions de ces années-là. Cela me donne le droit moral de parler ici au Parlement, mais je ne représente aucun État. Je suis ici en tant que président de la Croix Verte internationale. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'au moment de la signature des accords de Vienne, nous avons commencé à élaborer une stratégie pour l'Europe qui a été matérialisée dans la charte de Paris qui a été signée par tous les États européens, y compris par les États-Unis et le Canada. Dans ces documents, l'objectif principal était la création d'un système de sécurité européen. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la réunification allemande. Au moment des grands changements, du changement des rapports de force, nous veillons à ce que cette réunification soit conforme au processus de la création, de la construction de l'Europe et la création d'un système de sécurité commun. Cependant, une série de pays a désavoué ces décisions. Ils ont adopté une stratégie particulière et la réalisation de ce projet a entraîné le danger de créer de nouvelles lignes de démarcation dans notre continent. À cet égard, il y a des attaques contre l'Organisation des Nations Unies où on propose de modifier, de changer, remplacer l'ONU et le Conseil de sécurité par d'autres structures internationales. Et enfin, on a constaté des tentatives d'ignorer le droit international. C'était des attaques contre les tentatives de créer le nouvel ordre international pour lequel j'ai œuvré moi-même ainsi que le président des États-Unis. C'était une nouvelle époque, l'époque de nouveaux défis. Il n'y avait pas de confrontation, il n'y avait pas d'ennemis. En fin de compte, la communauté internationale n'était pas prête à mener une politique commune, une politique harmonieuse. La globalisation et les effets de la globalisation telle qu'elle s'est présentée au cours des 10 dernières années a aggravé les contradictions.
elle n'a pas atténué l'écart entre les pauvres et les riches. L'écart entre les revenus a augmenté. Il y a plus de pauvres maintenant, et non seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés. Il y a plus de pauvres actuellement, même aux États-Unis par exemple, et en Europe également. Les ressources qui devaient être libérées, selon nos suppositions, devaient être affectées à la résolution, à la solution des problèmes des pays pauvres. Mais cela n'a pas eu lieu. Tout ceci a été oublié et nous avons suivi des vieilles voies, des vieilles approches, les approches qui s'étaient créées pendant les années de la guerre froide, dans les conditions de la confrontation des deux blocs. Mais je pense qu'après le conflit de Kosovo, on a entendu des voix de protestation contre la globalisation. On assiste maintenant à l'augmentation du flux de réfugiés dans les pays développés, ce qui entraîne une réévaluation, la réévaluation des valeurs, le changement de tendance. Il y a eu par exemple la charte de Paris qui a été rejetée, on l'a oubliée, et tout à coup, dans ce document à Istanbul, on dit qu'il faut reprendre les principes qui sont énumérés dans la charte de Paris. On peut illustrer aussi avec un autre exemple. Pendant le sommet d'Okinawa, et on a constaté pendant cette rencontre non seulement les changements positifs, mais aussi les risques et les dangers de la globalisation. On a pensé que ça pourrait être une sorte de boomerang, de l'effet boomerang contre le progrès. On a compris finalement que l'Organisation des Nations Unies était nécessaire, que cette structure internationale est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement international. Il y a eu une commission qui a fait des propositions pour réformer l'ONU. Il y a eu le projet, qu'on disait le projet du XXIe siècle, mais ce projet a été rejeté parce que tout le monde n'a pas accepté ce projet. Ça, c'était le cours des événements. Maintenant, je suis de plus en plus convaincue que nous sommes capables de changer des choses, puisque nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à notre vision d'il y a 10 ans. Maintenant, nous sommes en train de constituer le fondement qui vont déterminer notre évolution au cours du XXIe siècle. Ce qui va déterminer le destin de l'Europe, et beaucoup de choses dépendent aussi de la manière dont l'Europe va se comporter, du rôle que l'Europe va assumer. L'Europe dispose d'un très grand potentiel humain, naturel, en ressources naturelles, de l'expérience diplomatique, etc. Mais l'Europe peut jouer un rôle extrêmement important dans l'évolution des processus, dans la manière dont nous allons agir par la suite. Je pense que le nouveau rôle de l'Europe peut être joué par notre continent s'il est uni. Et c'est à ce propos que nous avons discuté hier avec Monsieur le Président et avec Son Altesse Royale qui assiste à cette session,
avec l'ex-ministre de la Défense. C'était un petit dîner entre amis. Et on a posé la question de savoir ce qu'est l'Europe unie. Est-ce une espèce de l'Union soviétique? Il faudrait penser à de nouveaux projets de l'Europe unie. L'Europe devrait agir à l'est, à l'ouest et au centre. Il y a partout des expériences particulières. Et nous sommes arrivés à une sorte de consensus concernant cette tendance de la création de l'Europe unique, la création d'un Conseil de sécurité. C'est moi personnellement qui le propose. Les Américains qui soutiennent le George Bush actuellement, ils veulent créer des forces communes en Europe qui comprendra la Russie, l'Union européenne, des pays neutres. Je pense que c'est le début d'un très bon dialogue et il faut y réfléchir. Et nous pourrons trouver une issue de la situation actuelle. À l'époque de l'Union soviétique, on a fait des réunions, des sessions de l'OTAN, du bloc de Varsovie, nous avons changé des doctrines, nous avons fait des déclarations. Si on pense à la réunion de l'OTAN à Londres, où on a proposé la transformation de l'organisation de l'OTAN d'une organisation militaire en une organisation politique. C'est pourquoi le premier pas, je pense, le pas le plus important, c'est la création d'un système de sécurité commun. Le monde et la paix et le développement, c'est les deux faces de la médaille. S'il y a le développement, il y aura plus de stabilité. Maintenant, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de mécontentement, parce que dans certains endroits, il y a des problèmes de pauvreté, de stagnation qui apparaissent. Maintenant, quant au projet énergétique, il y a eu par exemple le projet de Ruth Lubers. Aujourd'hui, c'est un problème actuel qui est discuté dans tous les pays européens. Effectivement, nous devons évaluer toutes les ressources en Europe et nous devons créer une structure commune. Nous devons élaborer des étapes de l'utilisation des ressources. Et je pense que si le système de sécurité fonctionne, si le système énergétique fonctionne, tous les participants, tous les opérateurs de ce processus en seront responsables. La création du marché européen unique, c'est aussi très important, mais on peut fixer les étapes de ces projets. Il faudrait aussi d'élaborer de nouvelles étapes de la coopération entre l'Union européenne et la Russie. Maintenant, il y a de nouvelles approches du côté de la Russie et du côté de l'Union européenne. En 1994, il y a eu la décision d'adopter un accord avec l'Union européenne, mais pendant plusieurs années, cet accord n'a pas été ratifié. Si on continue comme ça, l'Europe ne sera jamais unie, elle sera toujours désunie. Je pense que mes rencontres avec Romano Prodi, j'ai eu 3 rencontres cette année avec d'autres leaders des pays européens. J'ai compris grâce à ces rencontres qu'il faut ouvrir une nouvelle page dans la construction européenne. Je pense que le président Poutine le constate aussi. Il comprend très bien l'importance des rapports entre la Russie et l'Europe. Lorsque nous parlons de la construction européenne, il ne faut pas oublier les États-Unis non plus. On ne peut pas construire une Europe anti-russe ou la Russie anti-européenne. C'est pourquoi je pense que nous, Européens, devons aussi
inviter nos amis des États-Unis, les inviter au partenariat. Je dis bien au partenariat, non pas à la dénomination, à une coopération équitable. En tout cas, je pense que beaucoup de choses dépendent des résultats des choix aux États-Unis, de l'approche que les États-Unis vont adopter envers l'Europe. Le partenariat, la responsabilité, c'est très important, mais pas la domination. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait claires. Il faudrait maintenant beaucoup de volonté politique. J'ai abordé ici le problème de la globalisation et je pense qu'il faudrait créer des mécanismes au niveau global, des mécanismes qui assurent l'unité à l'échelle internationale et à l'échelle régionale. Si nous n'adoptons pas cette approche globale, il y a beaucoup de risques de différents conflits. Nous avons vu pendant 10 ans que si on n'adopte pas cette approche globale, cela peut avoir des conséquences négatives. Les foules peuvent donner des suggestions aux politiciens, mais ce ne sont pas des méthodes politiques et diplomatiques. Je pense que ce sont des signaux d'alerte dont nous devons tenir compte pour adopter la nouvelle politique, le nouveau mécanisme. Les événements des dernières années ne doivent pas nous faire penser que la force joue un rôle important. Non, nous ne devons pas penser de cette manière-là. Le recours à la force n'est jamais positif. On peut recourir à la force pour apaiser un conflit, mais il faut utiliser beaucoup plus les approches préventives pour prévenir des conflits. Cela signifie que tous les pays, des grands, des petits, des pays moyens, doivent réévaluer leurs intérêts nationaux. Naturellement, la création du nouvel ordre mondial, ce n'est plus une question rhétorique. Il faudrait formuler clairement les approches, les objectifs de cette énorme tâche. Il faudrait que les processus soient gérables. Le pape a dit que nous avons besoin du nouvel ordre mondial, d'un ordre plus stable, plus juste, plus humain. Cette constatation est très importante, mais cela montre aussi qu'il y a le manque de ces 3 points, de ces 3 aspects. Maintenant, je voudrais passer au sujet principal de mon discours. C'est une certaine étape. C'est 10 ans depuis notre dernière rencontre et il faudrait réfléchir à ce qu'on a fait pendant ces 10 ans et à ce qu'on n'a pas fait. Beaucoup de conflits du XXe siècle, y compris la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, qui a eu lieu pendant 40 ans, a mis nos pays devant des défis très importants, par exemple la réduction des forces armées, la décontamination des sites militaires et surtout la récréation, le rétablissement de la confiance entre les pays. Si l'on parle de la guerre froide, ce qui nous semble le plus préoccupant, c'est ces arsenaux d'armes chimiques, biologiques,
Nous devons libérer le monde de ces arsenaux. Tous ces processus ont été déjà commencés, mais ils ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Nous avons vu que en Russie et aux États-Unis, le processus du démantèlement des armes nucléaires est fort freiné. Certains pays veulent acquérir eux-mêmes les armes nucléaires parce que les grands pays veulent garder leurs armes nucléaires. Ils ne veulent pas que ces grandes superpuissances dictent leurs règles de comportement. Mais cela va mener à une nouvelle course aux armements. Il y a déjà des signaux qui nous montrent qu'il y a un nouveau marché d'armement qui se crée. Il faut adopter des accords, des conventions concernant le commerce d'armes. L'Inde et le Pakistan ont procédé à des essais nucléaires. Aujourd'hui, je voudrais parler du problème des armes chimiques. Il y a 3 ans, le Sénat des États-Unis et la Douma russe ont ratifié la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. C'était une grande réalisation qui a été précédée de plusieurs années de négociations. J'étais un partisan inconditionnel de ces négociations. Aujourd'hui, 173 États ont adhéré à cette convention. Ce document interdit pour tous les pays de développer et d'utiliser les armes chimiques. La convention a obligé 2 pays qui possèdent les arsenaux très importants, la Russie et les États-Unis, de démanteler leur stock d'armes chimiques. La Belgique était l'un des premiers pays qui a signé la convention. Elle l'a ratifiée en 1997. Comme je l'ai déjà dit, d'après les stocks d'armes, c'est la Russie et les États-Unis qui sont les détenteurs principaux. Les États-Unis ont déjà détruit une partie importante de leur stock d'armes. C'est très important. C'est un très bon exemple. Et le stock total aux États-Unis est de 30 500 tonnes. Maintenant, il y a dans l'État de Utah presque 7 000 tonnes d'armes chimiques, c'est-à-dire 22% du stock total qui a été démantelé. Il y a des usines de démantèlement des armes chimiques dans 5 villes. En Russie, ce processus est beaucoup plus lent, mais la Russie possède 40 000 tonnes d'armes chimiques. Il y a 7 sites où il y a des stocks très importants dans la région de Saratov. Par exemple, on construit maintenant une nouvelle installation avec le soutien de l'Allemagne, mais c'est l'une des rares entreprises de ce genre. Il y a une autre entreprise en Oural où il y a 5 400 tonnes de produits toxiques. Dans 5 autres sites, on n'a même pas commencé la construction des installations. Il y a eu une étape préparatoire, mais on s'est arrêté là. Le problème de la destruction des armes chimiques nous pose des exigences financières, bien entendu. Évidemment, pendant les années de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars. Maintenant, il faut autant pour les détruire. D'après les évaluations, les coûts aux États-Unis de la destruction va coûter entre 15 et 20 milliards et en Russie de 6 à 10 milliards de dollars. Dans les conditions de la crise économique, la Russie n'est pas capable d'accomplir ce programme toute seule. Elle a besoin du soutien de l'Occident.
Aux États-Unis, le Sénat a élaboré un programme d'assistance à la Russie qui a accordé à la Russie 200 millions de dollars. Mais ce programme a été victime de la lutte politique entre les groupes aux États-Unis. Dans la Chambre des représentants aux États-Unis essaie d'arrêter ce programme, de suspendre ce programme actuellement. Et ceci malgré les avertissements du ministre de la Défense des États-Unis et des généraux de l'état-major. Ils ont averti le Congrès, ils ont dit qu'il y a le danger du chantage, du détournement des armes par des terroristes. En tant que président de la Croix Verte internationale, je me suis adressé aux leaders des États européens et des États-Unis. Je les ai appelés à soutenir les efforts pour appliquer les dispositions de la Convention. J'ai exprimé ma préoccupation concernant cette décision de la Chambre des représentants. J'ai eu une discussion avec le président Poutine et il m'a confirmé que la Russie va octroyer un nouveau budget pour cet objectif. Et j'ai déjà constaté que le budget a été augmenté de quelques fois, mais par exemple de 6 fois, mais je pense que ce n'est pas suffisant, mais il faut voir aussi le chiffre de départ. Mais en tout cas, la réaction du président Poutine a été positive. J'ai eu une réponse positive du président Clinton et aussi une lettre de Romano Prodi, des lettres du président de la France, une lettre de Tony Blair qui soutiennent ce projet. Et ils soutiennent la proposition de financer ce programme. Nous avons discuté, Monsieur le Président, hier. Nous avons reçu ces lettres et ces lettres montrent qu'il y a des changements positifs à cet égard. Le Congrès, le mois dernier, le Congrès a adopté le budget pour l'année prochaine. Ils ont discuté la question de l'assistance à la Russie. Ils ont posé 4 conditions. Ils ont proposé que la Russie octroie 25 millions de dollars pour soutenir les entreprises de démantèlement et que la Russie va utiliser cette entreprise pour traiter les armes situées dans les autres sites aussi. Et ils ont posé comme condition que la Russie va fermer les installations à Volgograd. La Russie doit aussi soutenir les projets sociaux dans les villes concernées. Je ne doute pas, la Russie fera son possible pour remplir les 3 premières conditions. Mais le deuxième point me semble difficile. Ce point concerne une installation particulière qui doit traiter les matériaux qui proviennent des 4 autres sites. Mais il y a beaucoup de difficultés, surtout le fait que le transport des produits chimiques est interdit, et ça c'est la difficulté principale. Nous accordons une grande importance à l'assistance des pays européens. Actuellement, l'Union européenne a proposé 100 millions de dollars en guise d'assistance, mais il faut des moyens supplémentaires, il faut de nouveaux partenaires et j'espère que la Belgique sera un de ces partenaires. Monsieur les membres du Parlement, Monsieur le Président, j'espère que je serai bien compris. Nous avons beaucoup d'espoir et votre réaction positive pourrait être cruciale pour mobiliser l'opinion publique dans le projet
de l'exécution des dispositions de la Convention. Lorsque j'ai rencontré le ministre d'énergie des États-Unis, M. Richardson, pendant mon séjour, pendant ma visite aux États-Unis, il a dit que les Européens devraient participer à ce projet. Il a dit que le Congrès devrait octroyer 2 milliards de dollars pour l'assistance à la Russie. Les pays européens se trouvent dans le même continent que la Russie et ils sont intéressés à lutter contre ces risques écologiques. Ce qui est important aussi, c'est de garder le dynamisme du processus du désarmement. Ce qui est important aussi, c'est le programme de l'héritage, la lutte contre l'héritage des guerres. Les organisations dont les sièges sont situés en Suisse, en Russie et dans d'autres pays ont déjà commencé à œuvrer dans ce sens. Nous devons la question très difficile, c'est d'avoir le soutien de la population dans les différents pays. C'est très important pour nous. C'est pour ça que c'est un grand travail pour nous, mais ce travail apporte des fruits. Les ministères de la Défense de la Russie, des États-Unis, avant ne faisaient pas attention, ils ignoraient la croix verte. Mais lorsque nous sommes soutenus par la population, ils doivent nous écouter. Nous aidons à retrouver ce contact avec la population. Durant les 5 dernières années, ces programmes sont effectués de manière très active aux États-Unis et en Russie. Et je crois que ces programmes nous permettront d'obtenir un bon contact entre les chercheurs, les politiques et l'opinion publique. J'espère que ce programme intéressera l'opinion publique belge. Il y a 27 pays actuellement qui ont créé leurs organisations nationales de croix verte. Il y a des parlements les parlements de différents pays et aussi au niveau régional, on fait beaucoup en ce qui concerne des projets écologiques. Lorsque je suis arrivée à Bruges en 1972, j'ai pris une petite embarcation sur les canaux de Bruges. Maintenant, depuis 1972, il y a eu énormément de changements et il y a eu beaucoup d'améliorations. Je crois qu'il y a une nouvelle législation écologiste et écologique, mais il n'y a toujours pas d'organisation de la Croix verte. Je voudrais avoir votre soutien pour créer cette organisation en Belgique. Pendant la guerre froide, nous avons investi des milliards de dollars pour la course aux armements. Maintenant, il faudrait financer notre campagne. Il faut des moyens financiers pour démanteler les armes chimiques. On ne peut pas éviter ce problème. J'espère que vous me comprenez bien. Merci de votre attention.